le KGB, qui il était et ce qu'il faisait. Le KGB était la principale agence gouvernementale de renseignement et de sécurité de l'Union soviétique de 1954 jusqu'à son effondrement en 1991. L'Union soviétique était composée de 15 républiques: la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Dans certaines républiques, le KGB n'opérait pas directement, mais il existait des organisations similaires qui accomplissaient les mêmes tâches. Le KGB se composait de deux parties, les services de renseignement et des unités militaires totalement séparées des forces armées soviétiques. Ils agissaient comme une agence gouvernementale indépendante. Et bien que le KGB se présentait comme l'agence de renseignement de l'URSS, il était aussi une forme de police secrète, veillant à ce que les citoyens de toute la République restent alignés sur les idéaux soviétiques et que les dissidents politiques soient traités discrètement, souvent de façon fatale. KGB signifie Comité Gosoudarstvenoi Bezopasnosti, ce qui se traduit en français par Comité pour la sécurité de l'État. L'ancien agent du KGB le plus célèbre encore en vie aujourd'hui est le président russe Vladimir Poutine. En mars 1954, le KGB a remplacé le MVD existant qui était en place l'année précédente. Et il avait des agents de renseignement si bien informés et efficaces que Joseph Staline en savait bien moins sur ses propres agents que ceux travaillant pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Au cours de la guerre et au-delà, les agences de renseignement soviétiques comptaient des milliers d'espions internationaux opérant dans des dizaines de pays et, à un moment donné, elles étaient la plus grande institution de ce genre. Dans leur pays, ils étaient comparés de façon troublante à la Gestapo, la police secrète allemande de la Seconde Guerre mondiale. Les dissidents politiques, ceux qui exprimaient des idées anticommunistes ou critiquaient le gouvernement, voyaient fréquemment leur domicile perquisitionné et, au mieux, étaient arrêtés. À l'approche de la guerre froide, cela ne fit que s'intensifier avec le KGB, qui surveillait aussi bien les opinions privées que publiques des citoyens soviétiques dans leur propre pays. Après la guerre, des vagues de sentiments anticommunistes se sont répandues en Occident, accentuant les tensions de la guerre froide qui s'intensifiait entre les Soviétiques, les Européens et les Américains. C'est ce qu'on a appelé la Seconde Peur Rouge, la première ayant eu lieu des décennies plus tôt, entre 1917 et 1920, et avant la création du KGB. Durant cette période, les Américains ont pris conscience du grand nombre d'espions soviétiques présents légalement ou non aux États-Unis. Ils redoutaient l'effet de ces espions sur leur société et leurs idéaux politiques. C'était une crainte particulière du sénateur Joseph McCarthy, qui a mené des enquêtes ayant conduit à des centaines d'accusations de trahison et de subversion. Il est impossible de connaître le nombre exact de victimes de l'approche fanatique de Joseph McCarthy pour débusquer les espions russes, mais on estime que des centaines de personnes ont été emprisonnées, et on estime que plus de 10 000 ont perdu leur emploi après avoir été interrogés. Par la suite, au début des années 1950, le nombre d'espions soviétiques à travers l'Amérique a chuté de façon spectaculaire, le dernier grand espion illégal, Rudolf Abel, ayant été trahi par son assistant en 1957. Néanmoins, sur le territoire national, le KGB a continué de resserrer son emprise sur la société soviétique. Dans les années 1960, grâce au dissident américain John Anthony Walker, les services de renseignement soviétiques ont pu déchiffrer des milliers de messages de la marine américaine, leur donnant ainsi un avantage militaire décisif s'ils choisissaient d'en tirer parti. La révolution hongroise de 1956 a commencé par une manifestation d'étudiants universitaires contre l'URSS, ainsi que contre leur ancien chef d'État stalinien intransigeant, Matyas Rákosi. Le printemps de Prague a commencé en 1969 lorsque la Tchécoslovaquie a tenté d'affirmer son indépendance vis-à-vis de l'URSS, en reprenant le pouvoir politique au sein de son propre État membre. Dans les deux cas, l'armée rouge de l'URSS a réagi rapidement, envahissant les pays et tirant sur des milliers de manifestants et de civils pour réprimer le soulèvement. Comme d'habitude, le KGB a rapidement et discrètement travaillé aux côtés de l'armée rouge et des autres agents de l'URSS pour déstabiliser les révolutions. En Tchécoslovaquie, ils ont infiltré les institutions pro-démocratiques pour affaiblir les convictions politiques et ont fait rapport au gouvernement soviétique. Le 29 octobre 1956 en Hongrie, un rapport du chef du KGB, Ivan Serov,
affirmait à tort que des groupes armés recherchaient des communistes pour les tuer, ainsi que tout agent de la sécurité d'État qu'ils trouvaient. Le chef militaire hongrois Paul Meliter a répondu en négociant une rencontre diplomatique entre une délégation hongroise et l'URSS. Au cours de la nuit de cette même soirée, Serov a ordonné l'arrestation de la délégation hongroise. Le lendemain, après l'éviction de leur chef par le KGB, l'armée soviétique a de nouveau attaqué la Hongrie. Le soulèvement a été réprimé seulement 7 jours plus tard, prenant officiellement fin le 11 novembre 1956. Après la fin du soulèvement, Serov et le KGB ont continué à surveiller de près la Hongrie, utilisant à nouveau des tactiques pour surveiller tout dissident interne. En 1964, le chef de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, était tombé en disgrâce politique. Il avait dénoncé Staline des années plus tôt, un geste choquant pour l'URSS, et avait entrepris d'éradiquer les politiques de Staline. Cela, ajouté à sa gestion ultérieure de la crise des missiles de Cuba, a conduit d'autres responsables gouvernementaux et le chef du KGB, Vladimir Semichesny, à comploter pour sa destitution. Contrairement à la majorité des anciens dirigeants de l'URSS, Khrouchtchev n'a pas eu une fin malheureuse. Le 13 octobre, lorsqu'il a atterri à l'aéroport de Vnukovo, il a été accueilli par Semichesny et d'autres chefs du coup d'État, qui l'ont emmené au Kremlin, avec peu de résistance de la part de Khrouchtchev lui-même. 24 heures plus tard, le Premier ministre annonça son prétendu retrait volontaire du pouvoir. Il a passé le reste de sa vie dans une maison payée et surveillée par le KGB, qui enregistrait chacun de ses mots et tous les visiteurs qui venaient chez lui. Khrouchtchev a passé ses dernières années à écrire des mémoires que le KGB a tenté désespérément de récupérer. En 1970, après son hospitalisation, l'agence s'est alors tournée vers son fils, qui a finalement remis les notes originales des mémoires de son père, ayant déjà réussi à faire passer des copies à un éditeur occidental, au grand désarroi du KGB. Dans les années 1970, le KGB s'est impliqué plus activement en Asie du Sud. Ils ont influencé l'opinion politique dans le Bangladesh, nouvellement formé, à partir de 1973 avec l'installation du premier président, Sheikh Mujibur Rahman. Initialement démocratique, seulement 2 ans plus tard, Mujibur a instauré un État à parti unique. L'influence du KGB a augmenté de façon exponentielle durant le reste des années 70, malgré la fin brutale du règne de Mujibur 6 mois plus tard, lorsqu'il a été assassiné avec la plupart de sa famille, lors d'un coup d'État. Cependant, cela n'a pas freiné l'influence du KGB au Bangladesh. À la fin de la décennie, le nombre de responsables dans la région avait plus que doublé, et ils avaient publié de nombreux articles diffamatoires visant le nouveau président de facto, favorable à l'Occident, Zia Rahman. Le KGB était fortement impliqué en Afghanistan à la fin des années 1970. Ils avaient fortement influencé la direction politique du pays et cherchaient à le contrôler en plaçant un président fantoche à la tête du pouvoir. Mais ils ont été contrecarrés quand Hafizullah Amin, le deuxième président, a pris le contrôle du pays. Ils se sont retrouvés moins capables de contrôler et d'influencer sa manière de gouverner. Ils rédigeaient des notes en anglais et s'entretenaient régulièrement avec les États-Unis. Finalement, le KGB a affirmé qu'il était un espion américain et a lancé l'opération réussie, Storm 333, au cours de laquelle ils ont assassiné Amin. Leurs actions ont marqué le début de la guerre soviéto-afghane. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Au cours des années précédentes, les États étaient devenus des républiques plus autonomes, ce qui a finalement abouti à la dissolution complète de l'Union, au grand désarroi du KGB. En août 1991, le président du KGB, Vladimir Khrouchtchev, a lancé un coup d'État contre le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, aux côtés d'autres dirigeants soviétiques. Leur intention était de recentraliser le pouvoir soviétique en Russie, en supprimant les libertés accrues qui avaient été accordées aux États soviétiques. Finalement, 2 jours plus tard, ils ont échoué, et cela a marqué les dernières étapes de la dissolution complète de l'Union soviétique ainsi que du KGB lui-même.